Monsieur Dupont-Aignan, selon vous, sortir de l'euro présenterait un certain nombre d'avantages pour la France. Mais comment pourrait-on éviter un effondrement du pouvoir d'achat des Français suite à la dévaluation attendue de notre monnaie nationale, rendant plus cher les produits importés comme le pétrole, tirant l'inflation à la hausse et augmentant la charge de notre dette publique? Ça, c'est la tarte à la crème, hein. C'est bien, hein. Je suis ravi. D'abord, je vais prendre un exemple. Quand l'euro était à 0,80 $ en 2000, au début, la naissance de l'euro, à la fin de Jospin, est-ce qu'il y avait baisse du pouvoir d'achat, explosion, je sais pas quoi, de la dette, etc. Ça a été la seule période où on a créé de l'emploi en France. Et d'ailleurs, Lionel Jospin s'est félicité toujours de son... C'était pas parce qu'il avait mené une politique, c'est parce que l'euro était au plus bas face au dollar. Ce qui prouve bien que ce qui est dit à longueur d'antenne est totalement faux. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des Français. Alors certes, c'est vrai, le pouvoir d'achat des plus riches, qui ont des comptes au Luxembourg ou en Suisse, ceux qui vont aux Seychelles à Noël, ou qui font des cures à Baden-Baden, et les banquiers, le prix de les prix d'essence, je vais vous répondre. Et les banquiers, ils perdront beaucoup. Et c'est pourquoi d'ailleurs tous les économistes qui font des piges dans les grandes banques françaises, beaucoup sont contre la sortie de l'euro. Bon. Et heureusement, il y a quand même des prix Nobel et des économistes qui sont favorables à la sortie de l'euro. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, il y a des vraies questions qui se posent. Si on sort de l'euro, c'est pourquoi? C'est pour deux raisons. Un, c'est pour avoir une monnaie pas trop chère pour notre compétitivité. C'est curieux, la Chine n'a qu'un objectif, c'est avoir une sous-évaluation de sa monnaie. Alors certains diront 50%, d'autres plus, on peut dire 50%. C'est curieux, Cameron fonde sa politique de sortie de crise sur une dévaluation, sur une livre inférieure de 20% en 2 ans. C'est curieux, Obama fait tout pour que le dollar n'augmente pas. C'est curieux, c'est curieux. Et nous, dire, comme je le dis, l'intérêt de la sortie de l'euro, c'est d'avoir un marque qui remonte, un euro-marque qui remonterait, c'est de rééquilibrer nos balances commerciales, c'est de favoriser l'incitation à produire sur place. C'est ça l'objectif, c'est d'abord d'avoir une monnaie moins chère pour ne pas avoir une monnaie surévaluée par rapport à nos principaux compétiteurs. Et le deuxième, je finis parce que c'est très important, le deuxième intérêt de la sortie de l'euro, c'est qu'enfin on sort du piège des marchés financiers. La Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États à 0%, vous le savez. Ça veut dire quoi? Sortir de l'euro, c'est permettre ensuite d'abolir la loi de 73, c'est retrouver la capacité de la Banque de France de financer à 0% le budget de l'État. Et tout mon programme économique repose là-dessus. Vous retrouverez sur mon site internet. Si on monétise 100 milliards d'euros par an, 5% du PIB, ça veut dire que la Banque de France prête à 0% à l'État 100 milliards par an, ce que fait l'Angleterre en ce moment. Pendant 5 ans, ça fait 500 milliards pour la France. D'accord. Ça veut dire que nos charges d'intérêt, en 2017, nos charges d'intérêt descendent de 50 milliards aujourd'hui par an à 30 milliards. Attendez. De 50 milliards, je vais vous répondre. 50 milliards à 30. Ça veut dire que j'économise en dépenses publiques. Eux, ils veulent tous réduire les dépenses publiques. Moi, je réduis les dépenses publiques sur les intérêts d'emprunt qui vont au marché financier. Et avec ces 20 milliards d'euros, je peux payer le milliard pour les enseignants. Je peux payer le milliard pour la police et la gendarmerie. Je peux payer la recherche, la science, la baisse des charges sur les PME. C'est-à-dire que mon programme, il vise tout simplement, en sortant de l'euro, à redonner de l'air à notre budget et à redonner de l'air à nos entreprises. Mais dans un premier temps, si vous sortez de l'euro, ça augmente la dette. Non. Puisque la dette est libellée en euros. Puisque vous ne la remboursez plus en passant sur les marchés. Vous êtes prisonnier d'un schéma. Mais vous la remboursez bien en euros. Mais je la rembourse. D'abord, deux choses. Je la rembourse puisque je la rembourse par la Banque de France. Je n'ai pas de souci. Je substitue une dette à 0% d'intérêt par une dette qui est à 5 ou 3 ou 4%, 3%, 3,5% pour la France. Donc, je gagne énormément. Deuxième point, toutes les études faites aujourd'hui par les banques, il y a Nomura, s'ils veulent vérifier là-haut, Nomura, ING et d'autres études montrent. À la question je vais vous répondre de sur l'inflation. Je vais vous répondre. Toutes les études montrent que l'euro-marque augmenterait de l'ordre de 20-30%, l'euro-lire baisserait de 50%, l'euro-drachme 70%, et la France se situerait, en fait, l'euro-franc serait à peu près au niveau de l'ancien euro. En revanche, l'ensemble diminuerait, l'euro-franc, par rapport au dollar et à l'extérieur. Quant à l'inflation, c'est vrai, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est que les produits importés coûtent un peu plus cher pour qu'on soit incité à produire français. Et que les produits français coûtent moins cher. C'est tout l'objectif.
pour l'essence, dans mon projet, parce que je veux répondre là-dessus, pour l'essence, qui est un produit importé, essentiel à la vie des Français, je propose une baisse de la TIPP que nous avons chiffrée, qui a un coût de 5 milliards d'euros, qui compenserait l'augmentation si on considérait que l'euro-franc diminuait de 20%. Sur le pétrole, on oublie de dire aux Français qu'il y a 60% du coût de l'essence qui sont des taxes. Donc l'augmentation de 20%, si le franc baisse de 20% par rapport à l'euro, 20%, cette augmentation ne pèse que sur les 40% de l'essence, celle que vous achetez, pas sur les taxes. D'accord? Donc, ça fait déjà beaucoup moins. Et avec les 5 milliards, vous compensez. Mais moi, je vais vous dire, il vaut mieux avoir un boulot, il vaut mieux voir le taux de chômage dans nos quartiers diminuer, il faut mieux voir nos entreprises investir, il vaut mieux voir la France préparer l'avenir, plutôt que de subir le malthusianisme et la régression sociale que nous fait cette Europe-là. La différence que j'ai avec les autres, après on aime ou on n'aime pas, la différence c'est que moi j'ai un projet cohérent. Qu'est-ce que je dis? Ça sert à rien de dire qu'il faut acheter français quand on est comme Bayrou qui a signé tous les traités de libre-échange. Sarkozy, Hollande, Eva Joly, ils ont signé tous les traités de libre-échange. Sur les mesures pour réindustrialiser le pays. Mais les mesures pour réindustrialiser le pays, c'est très simple. Aujourd'hui, alors on va le faire positivement. Une monnaie moins chère. Airbus, Gallois me racontait, je délocalise parce que le coût en euros, je délocalise dans des pays hors euro. Point. Donc, la monnaie, 20%, vous gagnez 20%. C'est autre chose que les 3% sur la TVA sociale. 20%. Ensuite, le protectionnisme que je propose, des taxes aux frontières sur les produits ciblés, fabriqués à partir de l'esclavage humain, quand il y a dumping. Qu'est-ce que vous appelez l'esclavage humain? Eh ben, j'appelle la Chine pour beaucoup d'usines où on fabrique ça, hein, des trucs que j'ai. Ah bah vous en profitez. Eh ben oui. Eh bien, c'est pas bien. Je veux dire, mais il faut qu'on taxe. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, l'Argentine l'a fait. Donc ça veut dire que pour vous, les ouvriers chinois sont des esclaves? Oui, mais vous avez été les voir, moi j'y étais. Vous savez ce qu'ils ont fait là en Chine récemment? Alors vérifiez, hein, article récent, il y a des filets anti-suicides autour des fenêtres de certaines usines. Pourquoi? Moi j'y étais en Chine, j'ai vu ces usines monstrueuses. Vous avez le dortoir des femmes et des hommes. Vous avez 12 heures de travail par jour. Les ouvriers logent sur place. Le salaire, allez, 50 euros, 100 euros au maximum, c'est plutôt 50 ou 20 euros. Et le petit monde occidental est très fier de tout ça. C'est beau, c'est bien, on fait fabriquer tout là-bas, on réimporte. On a des esclaves au sud, des chômeurs au nord. Et ce faisant, on est en train de faire la mondialisation par le bas. On n'aide pas les Chinois, on ne les aide pas. La Chine a besoin d'une consommation intérieure, a besoin d'une élévation du niveau de vie. Et ce que je propose, mais c'est ce que proposent des gens beaucoup plus connus économiquement que moi, Maurice Allais, un des grands prix Nobel, des zones régionales. Le faire vous-même ou à l'échelle européenne? Si on attend les 28, on ne fera jamais rien. Donc il faut commencer nous-mêmes. La France a la capacité, sur certains produits, de le faire. Je prends un exemple. Les pneumatiques, ou les panneaux solaires, tiens. Les panneaux solaires. D'ailleurs, l'Allemagne commence à comprendre. L'industrie allemande des panneaux solaires commence à avoir de sérieuses difficultés. Nous, on a été éradiqués. L'Allemagne commence. Pourquoi? La Chine a décidé, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe en Chine. La Chine a décidé d'exterminer vous parlez de la Chine, mais panneaux est-ce solaires que vous savez que la France fait 60% de son commerce extérieur avec des pays européens? Oui. Donc les normes, donc la Chine, finalement, c'est pas grand-chose dans le commerce extérieur français. Ça fait beaucoup de chômage quand même. C'est pas grand-chose. Prenons les... Attendez. Donc ça veut dire que vous allez mettre du protectionnisme sur des pays, des produits qui viennent d'autres pays européens? Attendez. J'ai proposé quelque chose de précis. J'ai dit protectionnisme quand on est en concurrence déloyale à partir de l'esclavage humain. Ça veut dire que je traite le problème de la réindustrialisation par un protectionnisme vis-à-vis des pays d'esclavage. Premier point. Taxes environnementales et taxes sociales. Tout à fait faisable. D'ailleurs, pardonnez-moi, l'Argentine, le Brésil, la Corée, la Malaisie, le Japon, tous le font. Donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Premier point. Mais ça, c'est ciblé. Ce n'est pas général. C'est ciblé. Par exemple, en ce moment, il y a du dumping sur les pneumatiques. L'industrie chinoise a décidé de conquérir le pneumatique. Les États-Unis ont mis 30% de droits de douane immédiatement, le Congrès. En Europe, pas question, l'idéologie ultralibérale. Bon. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est intra-européen, on ne va pas remettre des barrières douanières avec nos partenaires européens. C'est absurde. En revanche, là, je me sers de la monnaie. C'est-à-dire, je fais ce qu'a fait la Pologne, ce qu'a fait l'Angleterre, ce qu'a fait la Suède, ce qu'a fait le Danemark. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cons. Ils ont une monnaie qui n'est pas surévaluée. C'est tout. Et là,
On va rééquilibrer. Et puis après, il y a des mesures internes pour réindustrialiser. Je propose la baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés, de moitié, pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça existe aux États-Unis. Une entreprise qui investit en France doit avoir un bonus. Une entreprise qui délocalise doit avoir un malus. C'est très simple. Si vous ajoutez l'euro, 20%, les barrières douanières quand il y a des cas de dumping, une politique favorable à l'investissement productif, le contrôle des banques, j'en ai pas parlé, contrôle des banques, séparation banque d'investissement, demande de détail, nationalisation d'une banque, pour mettre fin à cette petite camarilla de banques privées. Vous savez, très vite, les entreprises vont retrouver intérêt à fabriquer en France. Les entrepreneurs, ils partent pas simplement par plaisir, ils partent parce qu'ils font un calcul de coût tout bête. Je rêve d'une Europe qui soit une Europe à la carte, qui liste par exemple les 15 défis scientifiques du XXIe siècle. Concrètement, comment vous faites? Mais comme on a fait Airbus et Ariane, on n'est pas passé par la Commission. On a pris 4 pays et on a concurrencé Boeing. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur la voiture propre, le panneau solaire? Vous pensez que la France seule puisse... La France seule, mais 5e puissance mondiale, et on n'est pas capable? Vous croyez que la France n'avait pas d'énergie nucléaire? Elle l'a faite? Elle ne l'a pas fait obligatoirement. Là, elle l'a fait seule. Airbus, on ne l'a pas fait seule. Je ne dis pas que la France peut tout faire toute seule. Mais au nom de quoi vous penseriez que la 5e ou 6e puissance, disons l'une des 10 premières puissances mondiales, doit aller se coucher? C'est un réflexe de soumission, de pétainisme. Ce sont des élites achetées qui voient leur petit avantage et qui oublient leur peuple. Le peuple français est capable de grandes choses, il ne peut pas tout faire tout seul. Et l'Europe, mettons l'Europe sur les choses importantes, ce qu'on ne peut pas faire seul. Et là, on pourra lutter face à la Chine. C'est ça l'enjeu. Mais on vous a, au biberon, depuis 20 ans, intoxiqué par la propagande qui... De toute façon, ce monde est en train de s'effondrer. Simplement, tirez-vous de ça, vite fait, et reconstruisons quelque chose d'efficace. Parce que, justement, la mondialisation fait qu'il faut être agile, vif, et que la France a des cartes à jouer, pas toute seule, bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Les Allemands, ils ont très bien compris ce qui se passe. Et ils savent que l'euro n'a pas d'avenir, tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut mieux anticiper l'effondrement de l'euro et le gérer intelligemment en gardant un système monétaire européen, en gardant un euro monnaie de réserve, et avoir une flexibilité des monnaies qui permet aux économies d'exister, de vivre ensemble, de travailler sur des beaux projets, plutôt que de dire ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, alors que ça ne peut pas marcher économiquement. On peut être en désaccord avec mes propositions, on peut les affiner, on peut les mixer. Ce que je veux dire aux Français, et ça sera toute la campagne, je veux leur dire, ne soyez pas résignés, ne croyez pas ce qu'on vous raconte à longueur de journée, ils ont échoué. Il faut vous débarrasser d'eux. Et puis, il faut reconstruire. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'une classe politique finie pour faire table rase de tout. Il s'agit de reconstruire. Et en France, ça s'est fait comment? Ça s'est fait soit par des guerres, soit par des révolutions. C'est quand même dommage. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas révolutionner notre pays, le changer par la voie démocratique? Ça sera dur, mais on va essayer. Vous avez 2 chefs d'entreprise qui se sont succédés dans une entreprise. L'entreprise fait faillite, elle ne vend pas ses produits. L'ambiance est exécrable, ils sont arrogants, le personnel veut plus dû, il y a des grèves et tout. Et les 2 chefs d'entreprise diraient à leurs actionnaires, allez, vous allez nous choisir encore, choisissez entre l'un et l'autre. Il y a un cadre ou un employé ou un ouvrier qui veut reprendre l'entreprise, qui est petit, pas connu et tout, on l'interdit de parole. L'histoire de France prouve que ce sont ceux qu'on n'attendait pas qui sauvent toujours le pays. C'est comme ça, on a un fonctionnement oligarchique. Ça s'est fait avant la Révolution, ça s'est fait sous la monarchie de Juillet, ça s'est fait après. Donc vous êtes l'homme providentiel en quelque sorte? Pas l'homme providentiel, mais je pense que je suis celui qui a le courage de dire certaines choses, de proposer une voie, et qui a l'énorme avantage de ne pas être un extrémiste.